qui soit responsable de la modernisation, par exemple, de laboratoire ou la bibliothèque ou autre chose. Il faut une coordination. Mais ceci dit, nous devons rester dans le domaine de la souplesse. Il ne faut pas que nous soyons rigides, que nous imposions. Il faut qu'on puisse laisser la diaspora la latitude de servir là où elle se sent le plus utile, mais aussi là où c'est le sens de ses intérêts. Car nous ne sommes pas des anges. Donc chacun recherche ses intérêts. Donc je crois qu'au lieu d'institutions rigides, il faut adopter une stratégie souple, mais d'accueil et d'incitation, sans ministère spécialisé. D'accord? Et ceci en collaboration avec la diaspora. J'aimerais bien que notre prochain gouvernement, pour accepter le vœu prophétique du premier gouvernement, j'aimerais bien que notre prochain gouvernement s'entende avec la diaspora pour savoir comment, quand, pourquoi et où la diaspora veut collaborer. Que ce soit le fruit d'un dialogue avec la diaspora. Bon, on termine Mario Samedi de la régionale d'Ottawa. Avant de poser une question rationnelle, j'aimerais laisser parler mon cœur comme ancien militant du LDNP. Attention, ancien signifie beaucoup de choses. Ancien signifie que tu ne l'es plus. Alors, vieux militant du LDNP, je corrige, au sens restreint. Je laisse parler mon cœur pour dire simplement ceci, et je parle en mon nom propre et sans doute au nom de la régionale d'Ottawa. Si en l'an 2004, l'État-nation haïtien ne fait pas d'une façon joyeuse et humaniste, c'est-à-dire nationale, démocratique et progressiste, les 200 ans de son indépendance, cet État-nation est appelé à périr. La question, quand on considère presque les 94 ou 95% jusqu'à 1986, jusqu'au 7 février 1986, pour ne pas dire jusqu'au 14 février 1985, les 94-95% des gouvernements haïtiens ont toujours pensé se maintenir au pouvoir. La grande gouvernements se sont posés, quelles sont les mesures répressives pour se maintenir au pouvoir? À part quelques exceptions, dont le gouvernement de Jean-Jacques Dessalines, en témoigne la vérification des titres de propriété, celui de Pétion, la fameuse réforme agraire sur laquelle tu as écrit, celui de Christophe, en témoigne la prospérité agricole, celui de Salomon, en témoigne la loi de 1883, et finalement celui d'Estimé, en témoigne la loi sur les coopératives de 1948, excusez-moi. La majorité des gouvernements haïtiens ont pensé se maintenir au pouvoir. Mais le paroxysme de la répression s'est donné à travers le gouvernement du Duvalier, VSN, Fiat Lalo, SD, Léopard, etc. La grande question, quelles sont les vraies questions et les bonnes questions que doit se poser le gouvernement du RDNP au pouvoir d'État à partir du 7 février 1988? Il me faudrait, pour répondre à cette question, faire toute une autre conférence. Depuis 8 ans que nous existons, nous avons accumulé du matériel. Et nous avons posé les questions fondamentales. Je dirais par exemple qu'un an à peine après notre naissance, nous avons réuni, quelques-uns d'entre vous ici le savent bien, une conférence technique sur Haïti, juillet 1980 à Caracas, où nous avons invité 57, si j'ai bonne mémoire, 57 professionnels, techniciens, professeurs haïtiens, à poser le diagnostic du mal haïtien et à nous apporter leur thérapeutique selon leur horizon, leur spécialité, etc. C'est-à-dire que dès ce moment-là, nous avons le souci de ces bonnes questions à poser et de ces bonnes réponses à chercher.
Et nous avons demandé ces questions, posé ces questions, demandé ces réponses, non pas des gens du RDNP, car ceux qui étaient là, parmi les 57, il y avait une minorité de RDNP. Il y avait des gens de toutes les couleurs politiques, idéologiques et de toutes les compétences techniques. C'est-à-dire que dès cette époque, nous cherchons une réponse. Au sortir de cette conférence, nous avons publié une liste reproduite dans l'alternative qui s'appelait les 15 thèmes de Caracas. 15 thèmes de Caracas qui sont précisément les 15 points sur lesquels nous avons voulu centrer et attirer l'attention quand on veut parler de développement d'Haïti, d'une autre société, d'une société humaine d'Haïti, d'une autre société, d'une société juste, d'une société libre, d'une société épanouie, d'une société de progrès, d'une société enfin fraternelle. Puis, à travers les publications de l'alternative, à travers nos séminaires de formation, à travers le bulletin d'alternative qui est sorti, à travers nos émissions de Radio Liberté, à travers maintenant le bulletin Rassemblement, à travers nos brochures depuis la première, les impératifs de la conjoncture, jusqu'à la lettre aux intellectuels techniciens et professionnels. Nous avons cherché à poser les bonnes questions de manière à trouver les bonnes réponses. Toute l'histoire du RDNP tourne autour de ce constant souci de poser les bonnes questions et de trouver les bonnes réponses. Enfin, nous allons faire culminer cet effort dans un texte qui va être le 26 avril le programme de gouvernement du RDNP. C'est donc que pour nous, il faut poser des problèmes et en chercher la solution. Nous avons défini l'homme politique, non pas celui qui, expert politicien, sait comment porter un coup bas à son adversaire, pour qu'on dise qu'il est intelligent, j'aime sa forme politique. Pour nous, non, c'est pas ça. Pour nous, l'homme politique valable, c'est celui qui sait comment chercher des solutions aux problèmes qui concernent la communauté, solutions qui permettent à tous de s'identifier à ces formules à la recherche d'un bien commun. Donc, c'est toute l'histoire du RDNP qui peut se résumer par l'effort pour poser les bonnes questions et trouver les bonnes réponses. Qui a des seins peut-être vagues. Si quelqu'un en novembre prochain ou bien février prochain placé un monde président qui pas au monde RDNPA, c'est-à-dire quelqu'un d'autre qui sentit assez puissant en Haïti ou bien à l'extérieur d'Haïti, pour le camp au monde, il dit bon, qu'on y est à même président, quelle sera la position du RDNP devant une pareille occurrence? Monsieur pose des questions, monsieur, c'est notre très très vieux camarade et vieil ami de promotion, Alfred Métellus, le docteur Alfred Métellus, bien connu dans la communauté. Fredo pose des questions de la manière suivante. Si, en novembre, élection faite, il pose des élections, et que donc le 7 février, sont l'autre monde du RDNP que le peuple a choisi, c'est ça? Non. Vous le placer? Ah, bon. Alors, il y a deux hypothèses pour nous. Première hypothèse, on prend première, qu'on va poser, et puis après, on va penser à poser. Supposé par impossible. Supposons par impossible. Supposez, c'est l'imagination à parler. Supposons par impossible, l'autre monde qui a RDNP passé. Qui attitude de RDNP, c'est élection libre et démocratique. Nous nous inclinons comme le font tous les démocrates de tous les pays du monde. Nous paraître dans la télévision, nous dit peuple a choisi interne, nous-mêmes les RDNP, nous respectons les décisions peuple là, nous inclinons nous devant lui, nous félicitons les gens qui passent et nous disons dans la mesure où nous avons collaboré, dans la mesure où nous ne sommes pas capables de faire opposition, mais constructive. C'est pas parce que nous disons, nous toujours disons, si jamais paraît possible que
peuple a choisi l'autre monde que le candidat RDNPA et que l'élection a libéré l'hier, RDNPA pour reconnaître qu'il a incliné, la félicité pour nous et la dit ma disposition dans la mesure du possible à connaître notre patrie idéal, pas sinon dans l'opposition constructive au nom du peuple. Bon, maintenant, si on mène nous n'en perdons, on a cherché l'élection démocratique et que par fraude ou par coup d'État, évidemment, le peuple n'a pas vu. À ce moment-là, la ligne du RDNP est claire. C'est ça que fait nous bon parti politique. C'est ça que fait nous bon plateforme. Nous sommes pour la démocratie, donc pour le respect du choix populaire. C'est un bagage qui est simple. Nous contre toute dictature, nous contre tout gouvernement imposé. Nous avons contre lui. Pasteur Lorient, s'il vous plaît. Pasteur Lorient, s'il vous plaît. Excusez-nous, pasteur Christian. Monsieur le Président, je suis très heureux de faire votre connaissance ce soir. Vous avez su brosser le portrait d'Haïti au point de vue agriculture, tourisme. Vous avez parlé de la diaspora, vous avez parlé de beaucoup de choses. Mais la question qui me mord les lèvres ce soir, c'est que pensez-vous de la Bible et que pensez-vous de la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu, pour vous, peut apporter de réelles solutions? Vous avez demandé l'aide des pasteurs, du clergé, mais nous aimerions savoir, nous les pasteurs, quel rôle l'Église va jouer dans la stratégie haïtienne présidentielle. Je vais répondre à cette question en différenciant les points de vue. D'abord à titre personnel, ensuite au niveau des principes, et enfin au niveau de la politique générale du pays telle que le RDNP l'entrevoit et compte la réaliser. D'abord à titre personnel, je crois qu'il est un secret pour personne que j'ai reçu dans mon enfance une éducation chrétienne. Et que cette éducation chrétienne a laissé en moi les soubassements qui fondent mes conceptions morales, mes conceptions éthiques. J'admets volontiers, je confesse volontiers pour ma part, que mes principes moraux n'appartiennent pas seulement à la morale sociale, mais ont beaucoup à voir avec les sédiments de religion qui ont été déposés en moi au cours de mon enfance et de ma jeunesse. Et je crois, avec peine, que la religion peut servir d'une paire d'ailes pour élever l'homme au-dessus de l'animalité. Mission personnelle, ma femme, qui malheureusement n'est pas ici avec moi, mais vous envoie sa salutation, ma femme sourirait très certainement en public en m'entendant dire que je suis un croyant. Car elle sait, en vivant dans mon intimité, combien effectivement je crois qu'il y a au-dessus de nous des forces qui nous guident, qui nous éclairent, qui nous servent parfois à notre insu et qui présentent devant nous des opportunités, des occasions à nous de savoir les saisir pour le bien et non pas pour le mal, comme parfois d'autres le font. Je crois donc qu'il y a une conception éthique, religieuse, définissant le bien et le mal. Et je crois pour ma part qu'en ce sens, une religion sincèrement vécue, quelle qu'elle soit, car je n'ai pas d'exclusivisme. Je respecte un bouddhiste
dans sa religion à condition qu'il respecte les normes morales de sa religion. Je respecte un musulman dans sa religion à condition qu'il respecte les règles morales de sa religion. Je respecte un protestant dans sa religion à condition qu'il vive le message biblique. Je respecte un catholique de la même façon et ainsi de suite. Je respecte un non-croyant car il peut trouver dans sa non-croyance les éléments d'une éthique pour sa conduite. Je respecte le vaudou de la mesure de cette partie du vaudou qui est une religion authentique, car il y a autre chose aussi, mais cette partie qui est une religion authentique et qui dit des normes de conduite et définissent le bien. Ça, c'est ce qui signifie que, évidemment, j'attache une grande importance à l'œuvre de bienfaisance au sens propre du terme, moral et matériel, que peuvent faire les religions pour aider au développement d'Haïti, pour aider à résoudre certains problèmes, pour aider à soigner les plaies du corps social haïtien. Et pour ma part, je suis disposé, à cause de ces affinités, à bien accueillir les efforts que les églises peuvent faire dans ce sens, dans le sens du bien du peuple haïtien. Mais attention, sans introduire chez nous des rigidités exclusivistes et intolérantes qui amènerait une division fâcheuse de plus de la société haïtienne déjà trop divisée. Ceci dit, au niveau des principes, la démocratie a inclus dans la liste de ses libertés la liberté de penser, la liberté de croire. Et ces principes, liberté de penser, liberté de croire, sont des principes fondamentaux pour qui veut construire en Haïti une société démocratique. Ce qui signifie qu'au nom des principes, la nouvelle société haïtienne est appelée à créer les conditions de libre fonctionnement des cultes, d'une libre expression des églises, sans persécution, sans interdit, simplement la régulation qu'il faut pour maintenir l'harmonie sociale entre Haïtiens. Ça, c'est sur le plan des principes du RDNP. Sur le plan de la politique du RDNP, nous disons ceci. Nous sommes dans une conjoncture particulière, car nous sommes sensibles à la conjoncture, à ce qu'elle porte, à ce qu'elle signifie, à ce qu'elle permet, à ce qu'elle interdit. Compte tenu de cette conjoncture, nous reconnaissons que dans la lutte contre le Duvalier, les églises catholiques et églises protestantes, ont joué un rôle important. Que ces églises ont pris le leadership institutionnel de la contestation anti-duvaliérienne. Ces églises ont joué un rôle de conscientisation. Ces églises ont un poids aujourd'hui incontestable dans la balance qui va déterminer le destin national. Eh bien, pour nous, du RDNP, reconnaissant le poids de ces églises dans la situation présente, nous voulons ardemment que ce poids joue dans le sens des changements que le peuple réclame, que ce poids joue dans le sens d'une société qui enfin soit juste et fraternelle, que ce poids joue pour aider les efforts des laïcs haïtiens, quelle que soit leur appartenance religieuse ou leur non-appartenance religieuse, de manière qu'il y ait un cœur, les uns chantant leur Dieu, de leur religion, les autres chantant leurs principes idéologiques, mais tous ensemble pour construire une société juste et fraternelle. C'est ça la politique du RDNP. Monsieur Médénus, s'il vous plaît. Monsieur Médénus. C'est fait. Bon. José. Merci bien. En pile de questions que vous avez posées au professeur Maniga. Cependant, moi, je ne vais pas poser cette question que vous avez posée. Mais comme madame vous avez dit, moi j'ai 42 ans. Et c'est la deuxième fois dans la vie, moi. Depuis que j'ai rencontré deux personnalités importantes, deux personnalités haïtiennes. C'était le 5 octobre, nous avons rencontré une personnalité haïtienne, c'était M. Mac Bazin. Et j'ai assuré à rencontrer M. Maniga comme une personnalité haïtienne. Et nous devons dire que je suis fier de ça.
Oui, ça, j'ai une question que personne n'a pas parlé de lui, mais même je voulais parler de lui. On dit de la vallée d'Artibonite, de grenier d'Haïti, vu de la divergence des plantes à cultiver. Venant de cette contrée moi-même, je dirais mieux que cette partie du pays peut à elle seule alimenter la moitié de notre population. Si nos agronomes s'adonnent sérieusement à la tâche. Quoique vous n'êtes pas un candidat déclaré. En tant que leader du RCNP, l'agriculture est-elle l'une de vos priorités dans votre programme de développement? Si oui, quel programme comptez-vous présenter au peuple haïtien pour lancer Haïti vers une agriculture moderne et productive? Merci. Il est évident que dans un débat, on a le droit de poser la question qu'on veut, et elle est bienvenue. Je pensais au départ, sans esprit d'exclusivité, qu'il a choisi de traiter un thème. Les questions allaient se concentrer sur ce thème, parce que c'est ce thème qu'il a choisi de développer. Car il est évident que si j'avais fait une conférence sur l'agriculture, je serais là, j'aurais dit suffisamment d'éléments pour permettre de poser des questions à bon escient. Mais là, introduisant le thème agricole, il faudrait véritablement que je fasse une autre conférence. Il n'y a pas de doute. J'ai eu, au cours des interviews, à faire quelques développements sur ce problème de l'agriculture haïtienne. Et j'espère que ces développements seront publiés bientôt dans Haïti Observateur pour la satisfaction de tout le monde. Et surtout, je demande une grande patience, car le 26 avril est proche. Et le 26 avril, nous publierons le programme de gouvernement du RDNP que la Convention aura adopté. Et à ce moment-là, le chapitre sur l'agriculture sera développé et tout le monde pourra y lire, faire ses commentaires. Je peux simplement dire ici ce soir, parce que ce n'est pas le thème de mon intervention, je peux simplement dire que oui, l'agriculture doit être une priorité en Haïti, ça va de soi. Nous répétons tout le temps, le pays est un pays agricole, c'est une chose que nous savons, il faut en faire une réalité. Bien sûr, l'agriculture sera prioritaire pour de multiples raisons. D'abord parce que l'économie commence par l'agriculture. Ensuite, parce qu'il y a un peuple affamé qu'il faut nourrir et que ce peuple doit produire sa nourriture. Quand nous n'avons pas atteint la nourriture de l'extérieur, Dieu nous en préserve. Donc, c'est normal que notre agriculture produise ce dont les Haïtiens ont besoin et que nous tendions vers l'autosuffisance alimentaire. Donc, pour nous, l'agriculture est prioritaire, ça va de soi. Mais là où nous introduisons quand même quelque chose d'important, nous ne pensons pas qu'on puisse dire que toute la politique économique d'Haïti se définit par agriculture, agriculture, agriculture. Nous ne le croyons pas nous autres. Après avoir dit que l'agriculture est prioritaire, au mot qui consiste à dire qu'agriculture, agriculture, agriculture, c'est le début, l'affaire alpha et l'oméga, c'est pas vrai. Car l'agriculture chez nous doit trouver tout naturellement son prolongement, je ne dis pas son complément, son prolongement dans l'activité industrielle. Et que l'industrie s'est révélée à travers l'histoire économique du monde, l'industrie est une clé de développement. Il n'y a aucun pays dans l'histoire du monde qui a atteint un niveau de développement très élevé en s'occupant seulement d'agriculture. Il y a la transformation des produits agricoles dans une industrie agricole, par exemple, qui est le premier stade important d'industrialisation. Les Anglais, qui étaient les premiers à faire l'industrialisation, l'ont perçu dès le début quand ils ont dit le mot que j'ai répété récemment, qui plante le coton gaille 1, qui file le coton gaille 2, qui tisse le coton gaille 3. C'est bien connu.
Donc on ne peut pas confiner Haïti à l'agriculture. Après, sur la base de développement agricole, qui demande beaucoup de choses, structure agraire, l'accès à l'eau, les intrants, l'outillage économique agricole, non pas le gigantisme de l'outillage qui ne convient pas chez nous. Une technologie appropriée dont je parlais tout à l'heure à propos de nos recherches scientifiques. Tout ceci, bien sûr, va permettre de multiplier la production des denrées alimentaires chez nous. J'ai cité l'exemple en 1957 d'expérience que nous avons étudiée, tout un groupe et moi-même, Joseph Châtelain, Pierre Cauvin, René Laroche et d'autres encore, pour multiplier la production de 1 à 6. De 1 à 6. Sans effort extraordinaire. Effort de modernisation la plus humble. Or voilà qu'il y a à peine une semaine, dînant avec un grand industriel haïtien. C'était curieux de savoir ce que je pouvais penser. Et puis il m'a dit, au cours des expériences qu'il a faites dans les régions du pays, il a multiplié le rendement agricole haïtien dans sa région de 1 à 8. Expérience concrète faite en Haïti. Bien sûr, il nous faut un effort considérable de modernisation agricole, mais il nous faut aussi passer à l'industrie. Il faut industrialiser le pays. Ah, le problème, quel type d'industrie? Ah, c'est là le problème. Car nous avons une sous-traitance. Elle existe. Nous n'allons pas cracher dessus. Elle fait vivre 60 000 ouvriers dans le parc industriel de Port-au-Prince. Elle a produit 150 à 200 millionnaires dans l'histoire économique récente et financière d'Haïti. Bon, il faut la préserver, il faut essayer de ça va de soi, il faut l'étendre, je suis bien d'accord. Mais attention, l'industrie de sous-traitance a ceci de caractéristiques. Comme vous savez tous ici, pourquoi dois-je insister pour vous le dire, que la matière première vient de l'extérieur souvent. Le produit fini va à l'extérieur souvent, pratiquement pas tout le temps, et on utilise seulement le bas coût de la main-d'œuvre. Un grand collègue et compétiteur a défini récemment comme la ressource haïtienne numéro 1. Bon, je lui en laisse la responsabilité télévisée. Eh bien, si ce bas coût de la main-d'œuvre est notre ressource, cette ressource est bien précaire. Parce que premièrement, ce bas coût de la main-d'œuvre est un signe de justice sociale. Car faites le panier de la ménagère, vous analysez le coût de la vie en Haïti et vous verrez si ce bas coût de la main-d'œuvre est quelque chose qu'on peut considérer comme un idéal humain. Or, dès qu'on veut augmenter les salaires, c'est ce que nous disons les amis syndicalistes, faites attention, dès qu'on veut augmenter les salaires, qu'est-ce qui arrive? La sous-traitance s'en va. Car ailleurs, là où il y a une main-d'œuvre à meilleur marché, la sous-traitance ira, puisque c'est seulement la main-d'œuvre qui l'intéresse. Autrement dit, si vous fixez dans un élan généreux le salaire haïtien quotidien à $10 par jour, toute la sous-traitance s'en va. Parce qu'à côté des militaires, dans le Jamaïque, au Mexique, etc., la sous-traitance trouve le salaire nettement dérisoire. Et alors maintenant, quand vous jouez comme nous l'avons suggéré dans nos propositions, au lieu de jouer sur l'augmentation de salaire qui effraierait, jouez sur le coût de la vie qu'il faut réduire. Oui, mais alors là encore on a un problème, car les autres jouent sur la monnaie et font de telle sorte que finalement le salaire soit plus bas. Quand, par exemple, un ouvrier d'un pays A, que je ne cite pas, de la monnaie nationale par jour, l'unité était de l'ordre de 1% comme nous, ça faisait $6. Pas bien, 30 minutes, ça faisait $6. Eh bien, pour jouer sur la monnaie, il a changé la parité. Et les 30 unités maintenant ne valent plus qu'un seul $, en jouant sur le change de la monnaie. À ce moment-là, le capitaliste qui vient voir que ce salaire est désormais de $1 pour lui qui a le dollar comme moyen d'investissement. Donc en jouant sur la politique monétaire, on vous met l'infériorité au niveau du bas coût de la main-d'œuvre. Donc, la sous-traitance, on l'a, il faut la développer, bien sûr. On ne peut pas seulement compter sur la sous-traitance. C'est une véritable politique d'industrie. Donc, une type d'industrie doit répondre. C'est pourquoi, dans les programmes, je vois qu'il faut développer l'industrie de la sous-traitance chez nous comme avenir industriel d'Haïti. Je me demande quelle sorte d'études
a permis à arriver à une conclusion. C'est comme le problème de l'industrie du sucre. J'ai entendu un collègue éminent dire qu'il va multiplier les industries sucrières chez nous. Je demande quels sont les conseillers qui lui ont fait dire cela en dépit de sa compétence reconnue en la matière. Car tout le monde sait que le sucre est une industrie d'avenir précaire. Tout le monde sait que le sucre a des problèmes incroyables de par le monde. Tout le monde sait qu'à Trinidad, par exemple, le ministre chargé de l'agriculture, le sucre est une industrie mourante. Tout le monde sait qu'en Martinique, en Guadeloupe, il y a 13 usines sucrières, il ne reste plus qu'une seule. Tout le monde sait que le sucre de canne est en voie de dépérissement dans les nouveaux secteurs, à partir, par exemple, du sirop de maïs, etc. Et que donc, l'avenir sucrier d'Haïti ne peut pas être l'avenir économique d'Haïti. Donc il y a un certain nombre de problèmes qu'il faut poser en termes sérieux si on veut vraiment fonder un avenir économique durable et non pas jeter la poudre aux yeux à des pauvres, à un pauvre qui ne sait pas, en lui disant voici le sucre, voici on a besoin demain, parce que au siècle dernier, nous étions le premier pays producteur de sucre du monde. Car au siècle dernier, nous étions parmi les grands pays exportateurs de bois de campèche du monde. Le bois de campèche a totalement disparu comme marchandise dans le problème de l'exportation parce que l'industrie allemande des colorants a substitué des colorants artificiels et chimiques aux colorants tirés du bois de campèche. Le progrès technologique tue les matières premières. Il faut faire attention que l'on promet un avenir à un peuple de ne pas l'engager sur des voies qui mènent à des impasses et à des dépérissements économiques. Mais nous allons plus loin. Nous allons plus loin. Le sucre, oui, dans la mesure où on pourrait trouver d'autres affectations pour le sucre. D'autres affectations pour la canne. C'est là qu'il faudrait chercher. Ah oui, la recherche. Mais cette industrie, d'où viendrait-elle? Pour nous, de 3 secteurs. Le secteur de l'entreprise privée, bien sûr. Pourquoi pas? Tout le monde sait que jusqu'à présent, l'entreprise privée s'est révélée dynamique et richesse de la plupart des pays du monde, même dans les pays communistes. Les secteurs d'entreprise privée sont aujourd'hui plus dynamiques que les secteurs d'entreprise d'État. Eux-mêmes, ils le reconnaissent dans leurs entreprises. Leurs entreprises privées, bien sûr, cela génératrice de développement industriel chez nous et nous encouragerons l'entreprise privée à cet égard. Je le dis à propos de l'investissement de la diaspora. Mais attention, le secteur coopératif, qui est la réponse au drame de la vie de copropriété haïtienne, si on veut ne pas déconsidérer le principe de l'exemple. Le secteur coopératif ne doit pas seulement se limiter à la production agricole. Le secteur coopératif peut passer à l'industrie de transportation. Si nous avons, par exemple, de grandes plantations coopératives de mangue Francis, que nous exportons vers l'extérieur, vers la diaspora qui les aime bien, vers les Américains qui s'y adaptent de plus en plus comme nous, etc. C'est le marché. Mais la même coopérative qui produit des mangues Francis pour l'exportation et pour la consommation intérieure peut très bien se lancer dans l'industrie de conserve et le jus de mango pour les périodes de non-saison de mango. Et ainsi, la coopérative elle-même peut passer à l'industrie agricole. Et c'est le deuxième secteur important, le secteur coopératif, qui peut animer le développement industriel chez nous. Et puis enfin, soyons sérieux. Ce n'est pas des théories qui doivent nous arrêter, même si ça suffit bien de notre peuple. Le bien de notre peuple d'abord. Nous avons dit et nous le répétons, le RDNP est un parti pragmatique. Si un secteur est pas secteur clé pour son développement n'intéresse ni le capital privé, ni les coopératives, l'État se doit d'intervenir pour créer et développer ce secteur au nom de l'intérêt national. Ce qui signifie que pour nous, une économie mixte, où il y aura un secteur de l'entreprise privée, un secteur coopératif et un secteur public, nous semble tout à fait naturel que nous envisageons le développement de l'outil. Évidemment, c'est clair que nous savons quels sont les problèmes des entreprises d'État. Nous savons. Mais nous savons aussi que l'honnêteté qu'il faut pour gérer l'entreprise d'État,
le sens de la rentabilité économique qu'il faut pour une entreprise d'État. Et qu'on exige des entreprises d'État en les condamnant. Est-ce qu'on les exige aussi du secteur privé? Combien de fois il y a des gestions d'entreprises privées qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas techniques, et personne ne dit que ceci est contre l'entreprise privée, mais quand c'est des citoyens on dit que c'est contre l'entreprise d'État. Nous disons qu'il faut dans une entreprise d'État assurer bien sûr la rentabilité économique, sur les règles strictes de cette rentabilité et l'intégrité, donc strict de probité. Mais l'entreprise d'État, si elle est d'État, doit aussi avoir une rentabilité sociale, pas seulement la rentabilité économique. Autrement dit, on pourrait longuement développer parce qu'on est le secteur commercial à d'autres encore aujourd'hui. Donc je demanderais simplement, bien humblement aux autres intervenants, s'ils veulent préférer se concentrer sur les thèmes d'aujourd'hui pour que j'éclaircisse les choses, car nous aurons l'occasion de développer d'autres thèmes. Et à ce moment-là, on aura l'occasion de poser d'autres questions sur ces autres thèmes. Merci. Mort Augustin, s'il vous plaît. Mort Augustin. Ça va être fort, ça va être fort. Premièrement, pour répondre à la question que nous avons posée à notre leader, mais comme les questions que nous avons en notre face. Si vous répondez, pas vous. Nous constatons que depuis des années, Haïti a une dépendance économique. Et qui fait que nous dépendons de plus en plus de pays qu'on appelle. Supposons qu'aucun président. Est-ce qu'on a un plan de développement pour diminuer la dépendance économique ça? Et si toutes les fois que nous créons inventaire de ressources que Haïti gagne, nous voyons que plus de ressources qu'elle gagne, c'est ressources humaines. Qui gens ont compté utiliser les ressources humaines dans le plan de développement ça? Il a pour diminuer la dépendance économique ça. Merci. Il existe depuis 8 ans. Il a beaucoup publié. J'invite tous les gens à lire ce que nous avons publié. C'est notre faute, peut-être que ce n'est pas suffisamment à leur portée. Nous avons traité longuement de ces problèmes. Et avant le ADNP, votre modeste serviteur est en train de penser au problème d'Haïti depuis son plus tendre jeune âge. Et donc, il a essayé, humblement, d'accumuler les éléments de réflexion sur ces questions. D'autres collègues qui sont avec nous au sein du ADNP ont le même passé. Et ceux qui ne sont pas avec nous au sein du ADNP, mais ont dit des choses intéressantes, nous les avons étudiées, nous les avons analysées, nous avons fait leurs apports les plus intéressants à ce sujet. C'est bien que, pour nous, le problème d'indépendance est un problème très simple. Haïti, au stade actuel de son sous-développement, est dans les liens d'une dépendance structurelle